Bonjour, bonjour. Comment ça va, Pierre? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Écoute, je t'entends, je te vois parfaitement. Est-ce que c'est pareil de ton côté? Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, ça va. J'ai une connexion qui est parfois très instable, donc c'est possible que tu me perdes pendant quelques secondes, mais je suis là pour le moment. Tu n'as pas la fibre optique, c'est ça que tu veux dire? Écoute, j'ai la fibre optique, mais mon téléphone est très coquin. Il me fait énormément de blagues et il s'amuse à perdre le réseau Wi-Fi. Ah, Et c'est magnifique. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et je capte mal en 3G, 4G, donc voilà. Ne t'inquiète pas, je reviendrai Écoute, si pas de jamais ça coupait. souci. Si ça coupe, de toute manière, on te réinvitera, pas de problème. C'est les joies du direct, on va dire. Exactement, exactement. Merci à toi déjà d'être avec nous pour cette interview. Ça fait toujours plaisir. On en parlait depuis un certain temps. Mhm. Euh, on débute toujours nos lives en demandant à nos invités d'abord comment ça se passe en cette période de confinement d'un point de vue personnel et est-ce que d'un point de vue professionnel, justement, ce Covid-19 a eu un impact sur tes projets? Écoute, d'un point de vue personnel, moi ça va, c'est-à-dire que j'ai de la chance, tout va bien pour moi. Mes proches, j'en ai certains qui l'ont eu au sein même de mon foyer, cette petite merde de Covid, n'est-ce pas? Mais pas de cas à risque, tout va bien. Maintenant, ma femme en l'occurrence en est sortie, donc d'un point de vue personnel, tout va bien. Et d'un point de vue pro, écoute. Jusqu'à présent, ça nous avait pas trop impacté d'un point de vue scénario, puisqu'on était sur la fin d'écriture. En revanche, Philippe, lui, Philippe Lachaud, n'est-ce pas, était rentré en préparation du prochain film qu'on a écrit. Et là, bah, pour le coup, évidemment, la préparation a été interrompue temporairement. Il a pu continuer à avancer un petit peu par téléphone pour tout ce qui est découpage et tout ça. Mais évidemment, repérer des lieux de tournage quand t'as pas le droit de sortir de chez toi, c'est plus compliqué. Donc ça a repoussé forcément notre début de tournage et pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais, vous n'avez pas du coup de date de tournage qui est fixée? Non, ça change tous les jours. Enfin, comme pour tout le monde en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retrouver une activité normale, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retrouver une activité tout court. C'est-à-dire que on espère tourner cette année, on espère tourner, voilà. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, n'en sait rien, puisque personne ne peut savoir quand enfin, quand on sera en déconfinement, si on ne va pas se reprendre une deuxième vague, tout ça. Donc là, aujourd'hui, si tu veux, on a dû interrompre la préparation de tournage, ou du moins la ralentir considérablement. C'est moins grave que tous ceux qui étaient déjà en tournage, donc si on peut s'éviter, si on peut s'éviter de tourner et de se reprendre une deuxième vague, on aimerait autant, quoi, évidemment. Est-ce que les tournages en mode ultra confinement, comme c'est suggéré par certaines personnes, c'est quelque chose qui pourrait se passer justement sur ce film, ou en tout cas que vous aimeriez mettre en place? Écoute, enfin, c'est trop tôt pour le dire. On y réfléchit. On réfléchit évidemment à toutes les éventualités. Le souci, c'est que on entend des nombres, voilà, de personnes, enfin, d'équipes techniques réduites. On entend 10 personnes. On ne sait pas, mais le souci qu'on va avoir, c'est forcément comme dans beaucoup de films. Tu as des séquences avec des figurants, un peu de figurants, beaucoup de figurants. S'il y a une limitation à 50 personnes sur l'ensemble du plateau, équipe technique, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de figurants. Donc forcément, si tu fais je dis n'importe quoi, si tu fais une scène de fête, une scène enfin, dans un centre commercial, c'est pas possible aujourd'hui. Donc écoute, on réfléchit vraiment à toutes les hypothèses. Écoute, on croise les doigts. On reparlera d'ailleurs justement de ce projet en fin de live, savoir ce que tu pourras nous dire, puisque finalement, en fait, on ne sait pas grand-chose Et non. de ce film. Je crois que c'était un film de super-héros à la façon Lachaud, au pluriel. Mais voilà, on verra Style peut-être nous dire quelques petites choses. Faudrait être sage. Euh, Avant ça, on va revenir un peu sur justement sur ta carrière cinématographique, mais moi j'aimerais savoir déjà quels étaient tes goûts quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado en termes de cinéma. Écoute, j'ai grandi, enfin, je suis de 84, donc j'ai grandi années 80, 90. Euh, à l'époque, on va dire que
il y avait des courants, entre guillemets, enfin, des films que tout le monde avait vus, si tu veux. J'ai grandi évidemment avec Le Retour vers le futur, avec les Terminator, avec tous les films, avec tous ces films américains. Euh, enfin, un petit peu comme tout le monde, tu vois, tous les Spielberg, tous les Goonies, les James Cameron et tout ça. J'ai été nourri à ça, nourri au manga d'un autre côté, bien entendu. Euh, voilà, enfin, j'ai eu, je pense, la même enfance que toi, la même enfance que beaucoup de gens nés dans cette époque-là, si tu veux. À l'époque, il y avait évidemment beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les Netflix, il n'y avait pas tous les Amazon et Apple, tout ça. Donc quand il y avait un Spielberg qui sortait, ça faisait l'événement. Après, il fallait attendre 2 ans pour pouvoir s'acheter la VHS. Donc voilà. Et des VHS, évidemment, à l'époque, j'en ai usé quelques-unes. À quel point justement tous ces films, on parle des Spielberg, voilà, tous ces gros blockbusters des années 80, à quel point ils ont pu impacter à un moment donné votre écriture? Écoute, Parce qu'il y a c'est... souvent des références très pop culture, je trouve, Ouais, dans ouais. votre cinéma, mais à quel point ça a pu influencer? Est-ce que des fois c'est dans du dialogue, c'est plutôt dans des façons d'envisager des scènes? Écoute, c'est pas toujours conscient. C'est-à-dire que nous, on a grandi avec ces films-là. Ça fait partie de nous, tu vois, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de comment on est, et forcément, ça se ressent après dans notre écriture. Tiens, je vois que Rim est dans la place. Je t'embrasse, Rim. Enfin, ça fait partie de nous. Après, on a tellement rêvé, on a tellement eu des étoiles dans les yeux en tant que spectateur quand on était jeune. On a tellement de répliques cultes encore aujourd'hui. Quand je parle avec mes potes, on peut parler que à base de répliques de films. Avec Philippe, avec Julien et Pierre, avec qui on écrit, c'est la même chose. Donc, on a envie effectivement de temps en temps, voilà, de faire des petites virgules dans les films, de faire des petits clins d'œil aux choses qu'on aime. Donc, je te dis, parfois c'est conscient, parfois on fait même pas exprès en fait. Est-ce que quand tu étais plus jeune ou ado, t'envisageais un jour de devenir scénariste, de travailler dans cette industrie du cinéma, ou est-ce que c'est quelque chose qui pour toi était impossible, impensable? C'est même pas que c'était impensable, c'est que je l'avais pas considéré. C'est que c'est un milieu qui est extrêmement fermé, qui est très dur. Enfin, c'est très dur d'avoir des contacts, c'est très dur de rentrer là-dedans, et même quand tu as les contacts, c'est très dur de les convaincre de quoi que ce soit. Hmm. Puisque si tu veux, c'est un milieu où c'est un petit peu comme quand tu arrives en boîte de nuit, où on te dit, bah, pour rentrer, il faut être habitué. Oui, mais pour être habitué, faut que je rentre. Et c'est un petit peu la même chose dans ce milieu-là. Ce qui se passe, c'est que Philippe, lui, donc avec qui j'écris et qui réalise et qui joue dans les films. Ah, je te vois plus, je sais pas si tu es toujours là. Je te vois toujours. Euh, Super. Lui a toujours été habité par l'envie de faire du cinéma et pour le coup, il n'avait jamais considéré la possibilité de faire autre chose. Donc il s'est donné toutes les chances d'y arriver et c'est comme ça qu'il a réussi. Et si tu veux, après, euh, nous, le reste de la bande à Fifi, entre guillemets, on a profité, si tu veux, de lui pour suivre derrière parce que, évidemment, on a toujours tous été passionnés par ce monde-là. Et on va pas se Justement, mentir, vivre, enfin, pouvoir vivre d'une passion et être payé pour écrire des blagues, on va pas se mentir, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus désagréable. hmm, complètement, ouais. Justement, on passe dans le premier scénario officiel, puisque tu le disais, c'était pas forcément ton métier, être scénariste, Mhm, c'est parfois aussi une certaine rigueur. Comment ça se mhm. passe? Est-ce qu'on est face à une feuille de papier, on se dit bon bah on va essayer? Est-ce qu'on contacte justement des professionnels? Comment ça se passe? Bah, on a eu la chance avec toute la bande, si tu veux, de commencer entre guillemets, enfin, de commencer en télé. Déjà, ça permet d'apprendre une rigueur au niveau écriture et tout ça. Ça ça permet aussi, mine de rien, de pouvoir avoir des contacts. Quand on a bossé sur le grand journal, notamment de Michel Denisot, Hmm. bah, il y avait des invités, il y avait des gens qu'on rêvait de côtoyer professionnellement, qu'on voyait invités sur les plateaux. Donc on essayait de rentrer en contact un petit peu avec eux et voilà. Et c'est comme ça que Philippe a rencontré en l'occurrence des producteurs en leur présentant lui son envie de faire des films, de faire du cinéma.
Euh, il a signé un premier scénario. C'est ce qui a fait que nous, enfin qu'on a quitté Canal+ pour essayer de se lancer dans le cinéma. Et derrière, c'est un milieu qui est très particulier. Et écrire un scénario, ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pas pour rien qu'il y a, qu'il y a des écoles, qu'il y a des stages, qu'il y a des formations, qu'il y a plein de choses. Et ne serait-ce que la structure d'un scénario, c'est très compliqué à comprendre. Euh, et donc, le premier film ne s'est jamais fait. Donc, on s'est retrouvé un petit peu en galère. Derrière, il y a eu un deuxième film qui a été écrit qui s'est pas fait non plus. Et dans un troisième temps, il y a eu Babysitting qui est arrivé et qui était, si tu veux, un peu la dernière chance pour tout le monde, quoi. Les deux scénarios qui ont été squeezés, est-ce que tu peux juste nous pitcher, nous dire à peu près de quel ordre c'était? Bah, il y en a un premier, c'était tout simplement une sorte de parodie du Titanic, si tu veux. Euh, D'accord. donc forcément, qui dit parodie de Titanic dit film à gros budget. Le souci, c'est qu'à cette époque-là, en termes de cinéma, on n'avait rien fait, donc personne ne voulait mettre un euro sur nous. Donc forcément, ça a été un coup dur évidemment pour nous. La vérité, c'est que quand tu relis ce scénario-là quelques années plus tard, tu te rends compte que, comme je te disais, au niveau structure, il y a des tas de choses qui n'allaient pas. En fait, si tu veux, c'était vraiment une sorte d'enchaînement de sketchs plus qu'un film à proprement parler. Donc on comprend que les producteurs de l'époque n'avaient pas réussi à trouver de financement, mais au final, ça nous a servi pour la suite, que quand tu te retrouves en galère, ça pousse à être créatif. Et c'est ce qu'on a fait après par la suite, c'est-à-dire que on nous a dit voilà, les films trop chers, faut oublier. Vous pourrez jamais faire de films trop chers. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le deuxième film en l'occurrence que Philippe a écrit à l'époque avec Julien et Tarek euh, pour une autre boîte de prod. Les mecs étaient super contents du scénar, ils disaient ok c'est bien et tout ça. Par contre c'est trop cher, une nouvelle fois. Du coup, Philippe, à la place de ton rôle, on va mettre Romain Duris. Mhm. La personne que tu vois dans ce rôle-là, bah pareil, tes copains, tes copines, machin, ils sont pas assez connus, donc on va mettre Cotillard qui venait d'avoir un Oscar, on va mettre machin, on va mettre machin. Et du coup, Philippe, si tu veux, se retrouver à faire le portier pour grossir le trait un petit peu. Donc si tu veux, toutes ces expériences-là ont fait que Babysitting, on l'a écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on a acquis de l'expérience avec avec les précédents films qui n'ont pas pu se faire. La raison principale, pour le deuxième film surtout, c'était pas une question de qualité de projet, c'était une question de budget. Et donc on a réfléchi à l'envers. Voilà, qu'est-ce qui est pas cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour trois fois rien. Et l'idée de babysitting est venue. À l'époque, il y avait les projets Blair Witch, il y avait les films comme ça. Et on s'est dit, voilà, caméra à l'épaule, tu gagnes un temps en préparation de tournage parce que t'as pas besoin de beaucoup d'éclairage, t'as pas besoin de grand-chose. On veut un effet amateur, donc ça nécessitera pas d'avoir vraiment des gros trucs partout. Et l'idée de babysitting est née comme ça, si tu veux. Donc l'idée vraiment de babysitting, et c'est quasiment juste un leitmotiv technique, c'est essayons de faire le film le moins cher, mais celui qui pourrait peut-être nous faire le plus rire. Bah, en fait, c'est ce que je te dis, c'est que on a tendance entre nous à se dire, quand t'as pas d'argent, t'as des idées. Tu vois, quand t'as pas de solution, t'essaies d'être plus malin. Et les blagues, on savait qu'on arriverait à en trouver, si tu veux, qu'on arriverait à écrire des trucs. Euh, mais si c'était pour repartir sur une parodie de Titanic ou Avatar ou n'importe quoi, on savait que ce serait pas possible. Donc, ça nous a rajouté une contrainte, mais qui au final nous a poussé à être encore plus créatifs, à imaginer encore d'autres choses. C'est-à-dire que écrire des vannes sur un film, c'est évidemment très compliqué, mais quand tu te rajoutes la contrainte en plus d'être en plan séquence, de te dire que t'as pas de montage et que du coup, bah, si tu tournes à droite, bah, tu vois tout ce qu'il y a à droite, il faut que la blague soit là à ce moment-là. Voilà, c'est une autre mécanique d'écriture, mais qui au final, on est très heureux et a plutôt bien marché. Même ça a été un véritable carton, on peut le dire. Ouais. Est-ce que les idées des deux scénarios un peu avortés, à un moment donné, elles pourraient revenir sous forme d'un long ou j'en sais rien, d'une série de courts? Écoute, je sais pas, je te cache pas qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir d'avoir eu plusieurs succès derrière nous qui nous permettent, si tu veux, de pouvoir choisir un petit peu nos projets futurs et surtout d'être
beaucoup plus sollicité qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on frappait à toutes les portes, elles étaient toutes fermées. Maintenant, c'est vrai que c'est plus nos téléphones qui sonnent que l'inverse aujourd'hui, donc on en est très heureux et voilà, on est vraiment, on pourrait pas être plus heureux si tu veux parce qu'on vit de notre rêve, bien mais, sûr. la contrepartie de ça, c'est que on a beaucoup de projets et que effectivement, revenir à ces projets antérieurs, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la table, vous avez plusieurs scénarios, plusieurs idées de films qui sont en train en pleine écriture, en pré-production, en recherche de financement, ou vous n'êtes focus que sur un film? Bah, comme je t'ai dit, quand tu es en galère, tu essaies d'être malin, tu essaies de réfléchir. On est en plein confinement depuis 46 jours maintenant, je crois. Ouais. Euh, le film sur lequel on était actuellement est considérablement ralenti. Donc, donc, on a évidemment des projets pour la suite. On sait dans les grandes lignes où on veut aller après ce film-là. Et donc, évidemment, on met ce temps à profit pour enchaîner sur l'écriture de la suite. Puisque si on attend de sortir du confinement, ça veut dire que derrière, on ne sait pas quand Philippe pourra réattaquer la prépa du prochain film. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra tourner, 2020, 2021. Ça veut dire que ça repousse, si tu veux, d'aussi longtemps les projets suivants. Donc il faut mettre voilà, chaque jour à profit euh, pour pas perdre de temps derrière, quoi. Pour en revenir juste rapidement à l'époque du Grand Journal, confirme-moi, tu scénarisais aussi tous les sketchs qui étaient diffusés ou juste une partie? Alors, j'étais même pas officiellement à l'écriture des sketchs. C'est-à-dire qu'il y avait trois auteurs, c'était Philippe, Julien Rutier et Tarek Boudali. Mhm. Ils écrivaient tous les trois. Maintenant, moi j'étais assistant entre guillemets derrière, c'est-à-dire que j'étais un peu à ma tout faire. On était deux avec Guillaume Caron que je salue si s'il est pas très loin et on faisait un petit peu tout si tu veux. Mais mais fournir des sketchs quotidiennement pendant 2 ans, c'est extrêmement compliqué. Et donc il se trouve que régulièrement j'étais mis à profit. Euh, par Philippe parce qu'on n'avait pas de sketch pour la semaine suivante, on devait tourner des tas de choses. Et, euh, et donc je me suis retrouvé comme ça, si tu veux, à écrire, mais pas de manière officielle sur les projets. À l'époque, c'était quoi vos inspirations? C'était les Américains sur ce qu'ils faisaient dans leurs émissions style CNL? Non, à l'époque, on avait un concept sur sur le Grand Journal qui s'appelait l'anniversaire. Et en gros, chaque jour, on souhaitait l'anniversaire d'une célébrité ou, quand on trouvait pas de célébrité qui nous inspirait, d'un truc insolite. On a par exemple souhaité l'anniversaire du baromètre. Ne me demande pas pourquoi. Voilà, et de façon décalée, pendant 1 minute 30, 2 minutes 30, on faisait des blagues en souhaitant un bon anniversaire et à la fin du sketch, on offrait un cadeau décalé justement à chaque célébrité. Les références, mais c'est tout, enfin, c'est tous ceux avec qui on a grandi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tous les films américains, mais c'est tous les films français aussi. Et déjà à l'époque, si tu veux, on adorait mettre des références, on faisait déjà des courses de Mario Kart dans les sketchs, on mettait des petits aliens à la E.T. parce que ça nous faisait marrer. Euh, voilà, on faisait déjà, enfin, on faisait, si tu veux, avec les moyens du bord et avec 2 bouts de carton, ce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir développer sur 1 heure et demie. Babysitting, du coup, premier long métrage, comme je le disais tout à l'heure, un vrai carton. Est-ce que vous vous êtes autant amusé à écrire le film qu'à le tourner? Écoute, babysitting, c'est un sentiment très particulier pour nous tous, pour moi, enfin pour moi évidemment aussi. Comme je t'ai dit, on a eu quelques années de galère entre Canal+ et babysitting. D'autant plus moi qui avais la casquette officielle, si tu veux, que de technicien Mhm. sur la partie Canal+. Contrairement à Philippe et Julien qui étaient comédiens, réalisateurs et auteurs, enfin réalisateur pour Philippe en l'occurrence. Euh, Moi, je me suis retrouvé assez rapidement en galère, où j'ai dû me retrouver, où j'ai dû faire un petit taf alimentaire et tout ça pour pouvoir vivre et manger des pâtes quotidiennement en espérant avoir des jours meilleurs par la suite. Et babysitting,
quand Philippe a eu l'idée de babysitting, il se trouve que moi, je bossais à temps partiel, donc je lui ai dit, écoute, j'ai du temps, voilà, tu vois, ça me coûte rien de m'investir avec toi. Et dans un premier temps, si tu veux, je me suis investi de façon complètement bénévole et tout ça pour l'écriture. Et même quand on a trouvé un producteur par la suite, euh, c'était un producteur qui, à l'époque, venait de remonter une boîte qui avait pas une thune non plus, mais qui avait des contacts chez les distributeurs pour essayer de trouver un financement pour le film. Donc, quand on a signé le contrat de babysitting, si tu veux, c'est limite, on a cédé les droits pour des tickets, enfin, pour un carnet de tickets resto, quoi. Hmm. Donc l'écriture de babysitting, je me souviens, moi, à l'époque, ça m'avait valu quelques conflits avec madame quand elle rentrait le soir du taf, où elle me voyait sur le canapé en calbut avec l'iPad, avec l'application Note, avec un mot écrit dedans, et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu de ta journée, tu vois? Je lui ai dit, bah j'ai écrit. Mais t'as écrit quoi? T'as écrit quoi? Enfin, tu vois, ça va être compliqué. Un peu, si tu veux, la réflexion que peuvent avoir de nombreux parents quand ils voient leurs enfants qui essaient de se lancer dans des projets artistiques. Ils leur disent, Hmm. mais enfin, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Tu vois, c'est pas un métier, entre guillemets. C'est la phrase qu'on entend souvent, mais c'est vrai. Et, euh, et du coup, le fait déjà d'avoir un contrat, même si on était, même si on n'était pas payé à peu de choses près pour l'écrire, c'était déjà un énorme kiff pour nous. Et quand en plus de ça, ils ont trouvé un distributeur pour faire le film, on s'est dit c'est fabuleux. Et après, sur le tournage, si tu veux, chaque jour qui passait, moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me rappelle, si tu veux, un moment, enfin, tu vois, quand on voit d'où on est parti, c'est-à-dire de rien, euh, et j'étais sur le plateau, si tu veux, moi, à un moment, je fais un pas en arrière, et je vois Gérard Jugnot assis sur le canapé dans le décor, et qui est en train de citer une phrase devant la caméra que je me souvenais moi-même avoir écrit plusieurs mois auparavant, tu vois. Et je me suis dit, waouh! Et j'étais ému tout seul, tu vois, sur le décor. Personne n'a vu, évidemment, parce que ça se traduit pas forcément, et puis tout le monde s'en foutait. Mais c'était un énorme moment d'émotion pour moi déjà que le film se fasse, tu vois. Donc, et puis, évidemment pour tout le monde, c'est-à-dire que c'était vraiment notre dernière chance. À ce moment-là, Philippe avait mis sa voiture en vente, enfin, en gros, si ce film se faisait pas, bah, moi je gardais mon petit taf alimentaire qui me permettait de bouffer des pâtes. Philippe, lui, devait trouver un taf dans une banque ou je ne sais où, mais en gros, si tu veux, il fallait oublier le cinéma parce que après plusieurs années de galère, tu vois, voilà, il fallait se rendre à l'évidence, c'était terminé. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand ça s'est fait, enfin, c'était irréel, c'était irréel. Le film a été un succès en salle. Est-ce que vous avez été étonné justement de l'engouement? Parce que il y a eu un succès, mais en plus les critiques publiques ont été vraiment excellentes. Les gens se sont vraiment impliqués dans le succès du film. Est-ce que vous avez été étonné de tout ça? Mais c'est surtout on l'a pas compris, enfin, on l'a pas mesuré évidemment tout de suite, et on a mis du temps à comprendre effectivement que ce film-là avait eu un impact entre guillemets. C'est-à-dire que nous, quand le film est sorti, Euh, enfin, déjà, avant même que le film sorte, si tu veux, il avait été projeté à l'Alpe d'Huez au Festival du film de comédie quelques mois auparavant. Il était sorti en avril et il était passé en janvier au Festival du film de l'Alpe d'Huez, où on y allait en tant qu'outsider, en tant que petit film que personne n'attendait, que personne n'avait demandé. Et il s'est retrouvé, enfin, il s'est trouvé que le film a eu deux prix. Le prix du public, c'est-à-dire que c'est un festival qui a une particularité, c'est-à-dire que le public qui est dans la salle, à la fin, a un petit bulletin et peut dire si c'est ce film-là qui lui a le plus plu ou un autre en compétition. Et à la fin, il y a le dépouillement, vote et tout ça. Et on a eu le prix du public, donc c'est notre film qui avait le plus plu parmi la sélection. Et le prix spécial du jury, qui est une sorte le deuxième prix, si tu veux, remis de la part du jury, où il y avait Danny Boone, il y avait Valérie Bonneton, il y avait Leila Bekti de mémoire, Stéphane de Groot dans le jury. Donc c'était une énorme claque, si tu veux, pour nous, d'avoir une reconnaissance des gens qui étaient déjà bien installés dans le milieu et du public de festival. Et je me souviens, j'avais parlé un petit peu, grand moment pour moi, j'avais parlé avec Leila Bekti après, aux soirées d'après, si tu veux, qui elle avait reçu le même prix du public pour Tout ce qui brille quelques années auparavant. Et je me souviens qu'elle nous avait dit, euh,
là, vous mesurez pas aujourd'hui, mais vous allez voir, ce prix-là, ça va changer votre vie. Ça va changer littéralement voilà, toute votre vie, tout l'après pour vous. Et le fait est que c'est la vérité, c'est-à-dire que m- même à la soirée chiffre, c'est la soirée traditionnellement qui se fait le mercredi soir, le soir du lancement du film. Tout le monde est chez le distributeur, donc en l'occurrence là on était chez Universal, et toute la soirée tu vois tous les gens de chez Universal qui vont passer des coups de fil à tous les cinémas un à un, c'est très artisanal, tu vois, pour dire voilà combien vous avez fait d'entrées aujourd'hui pour Babysitting, combien vous avez fait machin machin, et à la fin de la soirée ils sont venus nous voir pour dire waouh on a fait 55 000 entrées aujourd'hui, tu vois, et nous avec Philippe, avec Julien, avec Tarek on se regarde, on dit ok, ok c'est bien 55 000, tu vois. Et on en avait absolument aucune idée, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, il y a notre agent qui vient me voir, qui dit 55 000, les gars, c'est génial, ça veut dire que le million d'entrées est assuré. Et on se dit, attends, à ce point-là, ça veut dire qu'avec ce film-là, on va faire plus d'un million d'entrées, euh, tu vois, en se remémorant tout ce qu'on avait vécu auparavant. Et effectivement, le film a fait plus d'un million d'entrées, puisqu'il en a fait 2,3 millions. Et, euh, et c'est fou, ça nous a permis derrière de partir sur Babysitting 2 qui était déjà écrit avant même la sortie de Babysitting 1 parce qu'on croisait les doigts pour avoir un petit succès pour pouvoir. Nous, le but, si tu veux, c'était que Babysitting marche suffisamment pour Mm. nous permettre de lancer un autre film derrière. Et ça a pu se faire avec Babysitting 2, après avec Alibi, après avec Nicky Larson. Enfin, c'est la folie, c'est la folie. Quand on voyait, si tu veux, les films à l'époque qui avaient fait, les comédies qui avaient fait un million d'entrées avant nous, quand on voyait la carrière des gens effectivement derrière, bah, il y avait justement Géraldine Nakache et Leila Bekti avec Tout ce qui brille. L'exemple juste avant nous, c'était Franck Gastambide avec les Kairas, si tu veux, qui avait fait un million d'entrées. Et après, pour nous, si tu veux, c'était un mec qui était installé dans la place, tu vois. Donc on s'est dit, ah ouais, putain, si on arrive à faire un million, c'est potentiellement ça qui peut nous arriver derrière si on arrive à transformer l'essai, si tu veux. On Parce ne que devient pas marquer, trop, on devient pas trop fou justement quand on débarque avec un premier film qui dépasse les 2 millions d'entrées. Est-ce qu'on arrive encore à garder les pieds sur terre? bah, complètement, parce que de l'intérieur, tu le vis pas comme ça, en fait, si tu veux. Enfin, nous, quand on écrit un film, en gros, on est quatre, on est dans le salon de Philippe, devant son ordi, ou autour d'une table, ou dans son canapé, ou n'importe, enfin, tu vois. Et on parle, on brainstorm, et on discute, et on regarde des conneries, et on parle, ok, t'as vu ça cette semaine, machin, c'est marrant, machin. Mais à aucun moment tu peux mesurer si tu veux l'engouement. C'est pas comme quand tu es dans un stade de foot que tu as la coupe à la fin, que tu descends les Champs-Élysées. C'est pas le cas du tout si tu veux. Nous on a eu un succès qui a été colossal. On a mis du temps en plus de ça à se rendre compte à quel point dépasser les 2 millions d'entrées, c'est fou. Pour un premier film, c'est encore plus dingue. Euh, mais c'est-à-dire qu'on le réalise, si tu veux, enfin, peut-être depuis 2 ans, tu vois, depuis un an, Ah enfin, oui. ouais, depuis 2, 3 ans. Bah, si tu veux, notre vie, nous, a pas changé, a pas changé radicalement. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, Babysitting 2, on l'a signé alors que Babysitting 1 était encore en tournage. C'est-à-dire que là, c'est les producteurs de Babysitting qui ont eu le nez creux. Ils ont vu, si tu veux, qu'il y avait une alchimie qui prenait, si tu veux, la mayonnaise prenait sur le plateau, euh, et qui se sont dit, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc cool, d'avoir un truc qui peut être bien. Euh, En plus de ça, la particularité de babysitting, c'est que comme pour beaucoup c'était du plan séquence, bah, tu vois directement sur le plateau si le plan fonctionne, et par conséquent si la séquence fonctionne, est drôle ou pas. Et du coup, ils se sont dit, on va signer la suite maintenant. L'avantage, c'était de gagner du temps, d'écrire avant même la sortie du premier. Et l'avantage pour eux, évidemment, c'est que comme ils ont pas été tributaires du succès du premier, ils ont payé le scénario, entre guillemets, du 2 une poignée, enfin Ouais. une bouchée de pain qui a fait que nous, sur toute la phase encore Babysitting 2 et même encore un petit peu après, tu vois, nos vies n'ont absolument pas changé, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment très, très progressif. Très, très progressif. C'est un milieu où tout prend du temps et même se rendre compte de ton succès, enfin, du succès des projets que tu as eu, c'est très long. Justement, avec beaucoup de recul, comment toi tu analyses et expliques ce succès de babysitting? Est-ce que c'est l'aspect fraîcheur? Peut-être qu'on connaissait moins vos visages, le fait qu'effectivement il y ait une caméra embarquée, ça se faisait pas vraiment dans le cinéma français, dans la comédie. Est-ce que c'est ça? Écoute, je pense que c'est un ensemble de choses. Euh, Effectivement, on a un humour
qui peut-être dénote un petit peu de ce qu'on voit, de ce qu'on voyait dans les comédies françaises, sans vouloir dire qu'on a inventé quoi que ce soit. J'ai absolument pas cette prétention-là, mais puisque, enfin, c'est déjà des choses qu'on faisait, si tu veux, sur Canal et tout ça. Euh, mais en tout cas, c'est peut-être pas forcément le type d'humour qu'on voyait sur les comédies françaises. Peut-être un petit peu plus sur les comédies américaines. Tu vois, des frères Farelly, les maris à tout prix, tout ça, tu vois, c'est des films qui sont un petit peu plus fous, des hot shots, des scary movies, sans pour autant que nous, on aille jusque-là dans le côté très décalé et barré. Mais en tout cas, voilà, si tu veux, on a peut-être un truc, un humour à mi-chemin, voilà, entre ce que peuvent faire les frères Farelly, Weber en France. Donc effectivement, peut-être une sorte de fraîcheur. Le concept qui parle effectivement peut-être beaucoup aux jeunes qui aujourd'hui filment tout, tu vois, dans leur Mhm. vie. Le timing, où on est peut-être arrivé au bon moment, on a peut-être eu la chance d'arriver au bon moment. Et mine de rien, le fait qu'en France aussi, c'est assez culturel, on aime les petits qui montent, tu vois. On est un pays où on aime les poulies d'or, c'est ceux qui sont seconds, ceux qui partent de rien et qui arrivent à grimper. Et à l'inverse, on aime bien dézinguer ceux qui sont tout en haut, tu vois, on aime bien les voir tomber. Et donc voilà, je pense que c'est un ensemble de tout ça, si tu veux, le timing, tout ça, qui fait que et la chance aussi, parce que quand tu sors un film en salle, il faut savoir que tu es énormément tributaire. Les spectateurs s'en rendent pas forcément compte, mais tu es énormément tributaire de la météo. Mhm. C'est un truc tout con et des facteurs extérieurs. Tu vois, là par exemple, c'est évidemment, les gens peuvent mesurer à quel point le Covid est catastrophique pour les films qui venaient juste de sortir, puisqu'ils vont faire peut-être 10%, voire 1% de ce qu'ils auraient pu faire en salle. Mais, euh, mais ne serait-ce que la météo, c'est-à-dire que nous, on était sortis le 16 avril et on avait eu une météo abominable pendant 3 semaines. Et, euh, et quand tu as une météo abominable, bah, les gens en fait se font chier et vont au cinéma. Et donc, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire on a eu une première semaine qui était très mauvaise au niveau météo, qui a fait que les gens sont venus en salle. Et après, on a eu un bouche à oreille qui a été exceptionnel sur les films, qui a fait que on a réussi à avoir autant de spectateurs en deuxième semaine, en troisième semaine et tout ça, ce qui est très très rare. Donc, euh, donc voilà, je te dis, c'est un ensemble de facteurs dont la chance fait évidemment partie. Alors, tu le disais tout à l'heure, le scénario de Babysitting 2 était déjà écrit avant que le premier sorte. Mais est-ce que Mhm. le scénar a changé avec le succès du premier film malgré tout? Non, non, non. Quand je te dis qu'il était écrit, c'est qu'il était écrit dans les très grandes lignes. C'est qu'on avait, on savait qu'on voulait le faire dans un pays où il y a une jungle, donc Thaïlande, Brésil ou autre. À l'époque, c'était pas encore complètement défini. Au départ, même, ça se passait pas au soleil, ça se passait sur la banquise. C'était la même chose, mais le guide, au lieu de tomber dans une grotte, bah, il tombait dans une crevasse et tout ça. Et après, on s'est dit tous les quatre, on s'est dit, putain, c'est compliqué de faire un film, c'est dur de faire un film. Si en plus on se rajoute la contrainte de la météo de merde, à devoir marcher avec des raquettes pour faire 10 mètres et de s'écracher tes poumons au bout de 10 mètres, on s'est dit, non, attends, venez, en fait, plutôt que de faire ça sur la banquise, on fait ça au soleil. En plus de ça, tu vois, c'est quand même beaucoup plus Sympa. cool de tourner au Brésil qu'au Groenland, même si c'est sublime. En tout cas, les conditions de tournage, si tu veux, sont plus cool, si tu enlèves les moustiques. Mais, euh, mais donc, non, le scénario, si tu veux, on a commencé à l'écrire avant Babysitting. Le succès de Babysitting n'a eu aucun impact sur l'écriture de la suite de Babysitting 2. Euh, voilà, simplement, il nous a conforté sur le fait que bah, ce type d'humour-là, notre type d'humour qu'on avait apporté sur Babysitting plaisait, et du coup, on est allé encore à fond là-dessus sur le 2, quoi. Il y a toujours un challenge à faire un 2 parce que les spectateurs et Mm, parfois aussi les producteurs attendent toujours plus, j'en sais rien, plus de grandes scènes d'action, plus d'humour. Est-ce que justement pour vous, ça vous a à un moment donné un peu inquiété en se disant, bon, le premier film il y avait déjà beaucoup de choses, est-ce qu'on doit forcément ajouter du plus pour réussir encore une fois à conquérir le public? Bah, comme tu dis, c'est très casse-gueule de faire une suite. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est très compliqué de mettre un pied dans ce milieu-là, c'est très compliqué de mettre un essai, si on prend une analogie de rugby, et c'est encore plus compliqué de transformer l'essai. Donc, donc on s'est dit, voilà,
une suite, est-ce que c'est une bonne idée de partir sur une suite ou est-ce que ce serait mieux de partir sur un autre projet qui n'a rien à voir? Nous, on avait pris le parti de faire une suite et, enfin, et du coup, je me rappelais même plus ta question, pardon. La question était de savoir, est-ce qu'à un moment donné, comment vous avez jaugé cette idée de justement tout, enfin, de toujours plus, de l'attente d'autant plus importante Mhm. du public sur une suite, sur un numéro 2. Bah, si tu veux, quand tu fais une suite, l'objectif, c'est de redonner aux gens ce qu'ils ont aimé sans qu'ils aient l'impression de voir la même chose. C'est-à-dire que si on avait changé complètement le concept, on s'est posé la question, est-ce qu'on garde la caméra retrouvée, est-ce que tout ça? Mais on s'est dit en même temps, si on enlève la caméra retrouvée, ça fait pas, tu vois, c'est pas une suite à proprement parler. On s'est dit, mais on va pas perdre encore un gamin. Du coup, et après, c'est au fur et à mesure, l'idée de la grand-mère est venue tard, d'ailleurs, dans l'écriture, mais quand on a eu l'idée de la grand-mère, on s'est dit, bon, bah vas-y, on fait babysitting, entre guillemets. Titre d'ailleurs que le distributeur a refusé, puisqu'ils voulaient, comme eux, si tu veux, d'un point de vue marketing, ils voulaient créer une franchise. Nous, on s'est dit, ouais, mais Ouais. babysitting, c'est plus marrant, ça fait quand même babysitting, mais c'est pas, mais ça montre au moins que, bah, voilà, parce que babysitting 2, on garde pas d'enfants et tout ça, c'est délicat. Et ils nous ont dit non, non, mais Babysitting 2, comme ça les gens savent que c'est la suite de Babysitting. Et voilà, bon après, on leur a fait confiance, c'est quand même un peu leur métier au départ. Et force est de constater qu'ils ont eu raison, puisque les gens, a priori, n'ont pas été déçus. Après, comme sur tous les films, comme sur toutes les suites, comme sur tous les projets, les avis peuvent jamais être unanimes dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que Hein. si je te demande ton film préféré de Spielberg, tu auras certainement un avis différent du mien. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, tu vois, c'est que les gens ont un rapport différent à un film par rapport à un autre. Donc voilà. Et encore une fois, on a eu la chance que le 2 rencontre aussi le succès. Vous avez à un moment donné envisagé un 3 ou est-ce que vous avez eu peur un peu de l'effet Visiteur 3 ou Bronzé 3? Alors bon, les Bronzés 3 ont été un carton au box-office, mais pas forcément d'un Mhm. point de vue critique. Les Visiteurs, ça a été ni l'un ni l'autre. Vous avez eu peur à un moment donné du film de trop? On s'est posé toutes les questions. Évidemment, les producteurs de Babysitting, ça va pas te surprendre, eux ont poussé et poussent encore aujourd'hui pour qu'on fasse un Babysitting 3. Mais le public aussi, Euh, hein, d'ailleurs. Hein. mais le public le demande beaucoup. Le public le demande beaucoup. Après, il faut faire aussi attention à la réalité relative des réseaux sociaux par rapport à ce que le public vraiment dans son ensemble représente. On sait que de toute façon, quel que soit le choix du film qu'on fera aujourd'hui, demain, quel que soit le film auquel on décide de faire une suite, que ce soit Babysitting, que ce soit Libby, que ce soit Nicky Larson ou autre, on sait qu'il y aura des gens qui seront contents, des gens qui seront déçus. Euh, le fait est que pour Babysitting 3, on a réfléchi longtemps et souvent, enfin ça revient si tu veux de façon assez cyclique. Est-ce qu'on fait un Babysitting 3? On voulait pas le faire juste après Babysitting 2 dans tous les cas parce qu'on voulait pas s'enfermer avec l'étiquette, euh, avec une étiquette si tu veux à la Mark Hamill entre guillemets si tu Ouais. veux, qu'il a pu connaître sur Star Wars où le pauvre le rôle, mais il y a beaucoup si tu veux d'acteurs comme ça qui ont été marqués par un rôle et qui fait que derrière ça a été très compliqué pour eux de se sortir de cette étiquette-là. Donc quand on a eu la chance de voir que Babysitting 2 rencontrait encore plus de succès que Babysitting, on s'est dit, OK, maintenant il faut prendre des risques. Et les risques, c'était de partir sur autre chose que Babysitting 3 parce qu'on n'avait pas envie de lasser, si tu veux, non plus. Babysitting 3, si on avait sorti derrière, peut-être que ça aurait été un succès commercial, mais après, tu vois, les gens, au bout d'un moment, on considérait qu'ils avaient envie de voir autre chose. Et voilà. Et Babysitting 3, une des raisons principales qui fait qu'on n'est jamais parti sur un 3, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu la bonne idée. C'est c'est con, mais pour un film, ça peut être important. Confirme-moi, je crois ne pas t'avoir vu crédité sur alibi.com. Est-ce que Mhm. tu as travaillé aussi sur le scénario ou pas du tout? Alors, non, j'ai pas écrit effectivement sur le scénario d'alibi.com pour une raison, si tu veux, qui est antérieure encore à tout ça. Si on revient en arrière, le scénario d'Alibi a été écrit en grande partie pendant l'écriture de Babysitting 2. D'accord. Et à l'époque de Babysitting 2, moi j'avais encore un taf à côté, comme je te disais tout à l'heure, que j'avais pendant l'écriture de Babysitting 1, où j'avais réussi à négocier avec mon employeur à l'époque un congé sans solde pour participer au tournage et tout ça. Enfin, tu vas, enfin, pour mesurer un petit peu, si tu veux, Ouais, ouais. l'ampleur du kiff aujourd'hui pour nous,
Tu vois, carrément. vraiment, c'est qu'à l'époque, je bossais en temps partiel et que j'avais négocié enfin bref. Et à l'époque de Babysitting 2, j'écrivais, mais j'avais encore un taf alimentaire, ce qui me permettait pas de me dégager suffisamment de temps pour écrire en parallèle sur Alibi. Quand j'ai pris la décision de me consacrer à 100% à l'écriture et tout ça, on a terminé l'écriture de Babysitting 2 et Alibi.com à ce moment-là était quasiment bouclé, si tu veux. Donc il y avait pas de légitimité à ce que je rentre dans la boucle alors que le projet était déjà très très avancé. Du coup, ton autre projet, enfin le projet qui est arrivé après, c'était Nicky Larson, je suppose. Mhm. En quelle Ouais. année justement le scénar a commencé de votre côté? Écoute, c'est une bonne question. Ça devait être 2015 ou 2016, un truc comme ça. En gros, si tu veux, ça a mis à peu près 3 ans à partir de la première fois où on en a parlé, et peut-être même plus que ça. Enfin, voilà. Mais c'est un projet qui a mis très 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 longtemps à germer dans nos têtes. Quand on en a parlé à nos producteurs, eux étaient tout de suite très chauds. Euh, mais après, c'est très très long. De toute façon, le cinéma, à partir du moment où tu as une idée, entre le moment où tu as l'idée et et le moment où tu vois le film sortir en salle, il peut se passer au mieux 2 ans, sinon 3, Ouais, c'est 4, 5 3 ans. ans, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'autant Lorsque plus vous que en... là, il fallait faire l'acquisition des droits au Japon, Voilà. ce qui prend un temps colossal. Lorsque vous envisagez l'écriture du scénario, est-ce que vous partez dans une idée de gros kiff en vous disant, bon, de toute manière, nous, on est français, on n'aura jamais les droits, on n'aura jamais le budget, mais on va écrire comme ça, c'est notre petit kiff, ou vous êtes vraiment dit, on va quand même tenter le tout pour le tout, et puis on essaiera de voir si on peut obtenir les droits, et puis de produire ce film comme on peut. Écoute, le process d'écriture a été extrêmement stressant. C'est-à-dire que pendant 1 an, déjà, il a fallu réussir à rentrer en contact avec Tsukasa Ojo, qui est le mangaka qui a créé City Hunter, le titre original de Nicky Larson. Et, euh, et à partir du moment où on est rentré en contact avec eux, il a fallu qu'ils nous donnent un accord de principe pour essayer de faire quelque chose, sachant que toute la signature des accords, enfin de cession de droit, dépendrait du fait qu'il apprécie ou non le scénario. C'est-à-dire Donc, que vous deviez avoir d'abord son accord avant d'écrire le scénario. c'est-à-dire que on lui a enfin, on a demandé un accord de principe pour écrire une adaptation de City Hunter, qu'ils nous ont donné assez facilement, mais ils nous ont dit par contre, si quand on lit, ça ne nous plaît pas, voilà, c'est terminé. C'est Hmm. terminé, vous passez à autre chose. Donc ça, c'est une période qui a duré quand même 1 an où on a écrit dans notre coin sans que personne soit au courant de tout ça, en espérant que lui kiffe le scénario. Du coup, personne ne savait dans votre entourage, ou je Bah, dirais entourage professionnel, personne ne savait que vous étiez en train d'écrire un scénario sur City Hunter Nicky Larson. bah, du moins, tant qu'on n'avait pas les droits, c'était compliqué pour nous d'en parler. Après, à partir du moment où on a eu les droits officiellement, ça a commencé à se savoir, si tu veux, dans le milieu. Et après, ça a été Hmm. une vague, un déferlement à partir du moment où Philippe a balancé l'info officiellement sur Instagram. Ça a été après autre chose, on va dire. Oui, voilà. C'était une curieuse aventure, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que les professionnels vous disaient lorsqu'ils ont appris que vous étiez sur un scénar de Nicky Larson? Parce que c'est pas vraiment notre culture, enfin, de base. Mm, mm. Et en France, on fabrique très rarement ce type de film. Est-ce qu'on vous a dit, ou pouah, les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez vous prendre un mur? Ou est-ce que justement vous avez senti vraiment un encouragement? Écoute, j'ai envie de te dire, c'est les avis, enfin, on a un peu entendu de tout. Dans tous les cas, on savait que la prise de risque était importante. La vérité, c'est que quand nous, on écrivait, on n'a pas réalisé à quel point la prise de risque était énormissime. C'est-à-dire que pour nous, si tu veux, il n'y avait pas de décalage culturel euh, dans ce qu'on allait écrire par rapport au respect qu'on aurait pu avoir de l'œuvre originale, puisqu'on a grandi avec et que ça faisait partie de notre culture à part entière. C'est-à-dire que toute la génération 80 a grandi avec le Club Dorothée, tu vois. Donc les mangas, ça fait partie aujourd'hui de la culture française, si tu veux.
c'est pas une contre-culture, c'est pas un truc underground ou autre. C'est tout le monde enfin tous ceux du moins qui ont grandi à cette époque-là et encore aujourd'hui parce qu'on voit que le manga est encore très Sûr. très important en France. Euh, c'est pas du tout quelque chose qui est marginal. Donc quand on écrivait des blagues, et même tu le ressens dans les sketchs qu'on écrivait sur Canal, et même dans Babysitting ou dans Alibi.com par la démesure de certaines vannes, tu sens qu'il y a un ADN un petit peu manga si tu veux. Parce que, parce que voilà, quand on écrit, c'est un peu un gloubi-boulga, pour reprendre une expression d'un autre temps de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as connu. Et les mangas, voilà, nous, on n'avait pas l'impression, si tu veux, d'écrire quelque chose qui soit éloigné de notre culture. Du coup, comment ça s'est fait? Vous avez revu les dessins animés, vous avez plutôt lu le manga, vous avez pioché un peu dans vos idées peut-être de films qui auraient été avortés? Vous avez fait un mix de tout ça? Bah, tu sais, à force d'écrire des blagues et des films enfin, des sketchs depuis des années, euh, Philippe tient un carnet avec les vannes qu'on n'a pas utilisées ou qu'on a utilisées, recyclées, machin et tout ça. Et parfois, on en redécouvre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on arrive à se faire des blagues en lisant le carnet qu'on avait complètement zappé. C'est un mélange de tout. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait l'acquisition du manga papier. Donc, D'accord. même si c'est proche de l'animé, il y a quelques petites divergences et tout ça, mais enfin, c'est vraiment le manga papier dont on a fait l'acquisition. Euh, et on a évidemment relu l'intégralité des tomes, il y en a un peu plus d'une trentaine en fonction des éditions, 31, 36, machin. Et on s'est évidemment beaucoup inspiré de ça. La vérité, c'est que 80% des vannes ou 90% des blagues qui sont dans le manga ne sont pas du tout adaptables dans un film de long métrage, d'autant plus que quand on a commencé à écrire, on écrivait déjà depuis plusieurs mois, on écrit quand même un film sur un obsédé sexuel, euh, très respectueux en réalité de la gente féminine, mais en apparence en tout cas très rustre et tout ça. Et, et on est tombé en pleine affaire Weinstein au moment où on écrivait le scénar. Hmm. Donc, si tu veux, déjà, on savait que c'était un petit peu touchy, mais à partir du moment où tout le mouvement MeToo, Balance ton port a éclaté, on savait qu'on marchait sur des œufs et que c'était particulièrement compliqué. Donc ça nous a rajouté des difficultés supplémentaires parce que écrire un truc sur un pervers sexuel au moment où t'as pas le droit de montrer un pervers sexuel, c'est compliqué. Et pour le coup, on a été sauvé un petit peu par l'idée du parfum de Cupidon, qui a fait que dans notre film, Nikki, euh, via le parfum, est peu à peu désintéressée de la gente féminine. Donc ça nous a un petit peu sauvés, si tu veux, à ce niveau-là. Juste pour en revenir très rapidement à ce moment où officiellement les gens étaient au courant que Philippe allait réaliser le film, où ça a été une avalanche de critiques un peu parfois curieuses. Comment toi tu as vécu ça de ton côté? Est-ce que tu as essayé de te bloquer au maximum d'Internet en te disant je lis rien parce que de toute façon ça sert à rien, ou est-ce que tu étais dans la défensive? Comment tu as vécu ça? Bah, déjà, petite parenthèse vis-à-vis de ça, on s'est pris effectivement un tollé, on a été en top tweet, on s'est pris 40 000 tweets en 6 heures, donc 99% d'insultes. Hmm. Dans les 1% des gens qui étaient à minima curieux de voir ce qu'on allait faire, ou optimistes ou autre, mais c'était le maximum qu'on a pu avoir, c'était curieux ou voilà. Euh, Script, vous en avez fait partie. C'est vrai. Et du coup à ce sujet-là, vraiment, enfin, voilà, on n'oublie pas, on sait que c'est très cool de votre part parce que vraiment, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc, merci à toi, Script et Avec tout grand ça. plaisir. C'était déjà très agréable parce que ce qui nous a fait mal, si tu veux, c'était de voir que toutes les critiques qu'on se prenait n'étaient pas, pour 99%, n'étaient pas fondées. Les doutes sur le casting, sur le fait que Philippe fasse Nicky, sur le fait même que Philippe réalise le film et tout ça, on peut le comprendre, tu vois, c'est légitime, c'est pas l'idée, c'est le problème d'une adaptation, c'est que toi, s'il y a une adaptation live, tu vas t'imaginer quelque chose qui sera forcément pas la même chose que la personne qui va le faire. Donc, qu'il y ait eu des doutes sur le fait que nous, on le fasse, si tu veux, c'était légitime, il y a pas de souci. Des gens voyaient plus un réalisateur de films d'action
faire ça plutôt qu'un réalisateur de comédie. Euh, mais, euh, mais le problème, c'est que toutes les critiques n'étaient pas fondées du tout. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, ah, mais dans le film, il va pas y avoir ça. Bah, si, il y a ça. Ouais, dans le film, il y aura pas les musiques originales. Bah, si, on est en écriture, on est déjà en train de voir comment faire l'acquisition des droits des musiques. Ouais, mais de toute façon, Ojo, il dira jamais oui. Bah oui, mais Ojo, il a lu le film, mais il aime le film. Ouais, mais Ojo, s'il a dit oui, c'est juste pour prendre le chèque. Ah non, techniquement, il a reçu des dizaines de propositions d'adaptation de ses œuvres depuis 30 ans. Le seul sur lequel il a dit oui depuis bien des années, c'est le nôtre, tu vois. Mm. Donc, c'est pas, si tu veux, l'appât du gain qui a fait ça, parce il avait déjà reçu des œuvres des Américains, mais il avait peur que les Américains dénaturent son œuvre, comme d'autres adaptations de City Hunter avaient pu le faire, sans en citer aucune. Mais, euh, mais il savait que les Français aimaient City Hunter, il savait que les Français aimaient les mangas, et du coup, c'est pour ça qu'il nous a fait confiance à des Français plutôt qu'à des Américains qui lui auraient proposé plus d'argent. Et, euh, et donc voilà. Après, pour revenir à ta question, c'est vrai que nous, quand Philippe a lâché le Scud, La bombe. euh, ouais, on était en écriture chez lui. On était tous les quatre, donc avec Pierre Dudon, Julien Ruti, Philippe et moi. Et, euh, et on voit des tweets passer et tout ça, et au début on se dit ah, les bâtards et tout. Mais ça nous a marré, parce que la vérité c'est qu'il y avait plein de tweets qui étaient hyper drôles. Ouais. Il Jusqu'au y avait des montages photos qui étaient très rigolos des fois. ah ouais, les mecs, et puis les mecs qui se sont retrouvés à mettre la coupe de Sangoku sur Kev Adams pour dire la prochaine adaptation de Philippe Lachaud, ou, Ouais. ou le hashtag après Kenetsa, une réalisation Philippe Lachaud, enfin, vraiment, ça nous a mourir de rire. Mais en fait, c'est quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai remesuré, si tu veux, l'ampleur du truc. Et le soir, j'ai eu un coup de bambou sur la gueule. Je me suis dit, putain, mais les gens sont fous. Enfin, et j'ai vraiment accusé le coup. Et en fait, et si tu veux, ça nous a fait vraiment mal parce qu'on savait que nous, notre démarche était sincère et qu'on avait le sentiment qu'on allait faire du bon taf et qu'on allait se donner les moyens. Et en fait, ça nous a fait mal, mais ça nous a surmotivés à rester dans notre ligne directrice qui était de faire une adaptation fidèle à l'œuvre originale, mais sans dénaturer ce que nous, on sait faire, parce qu'on s'est dit, si on essaye trop de faire enfin, du japonais, en gros, on va dans le mur, tu vois. Donc on a gardé notre ligne directrice, enfin notre ligne de départ. Et, euh, et encore une fois, il semblerait qu'on ait eu le nez creux et qu'on ait eu beaucoup de chance encore. Ouais, parce que c'est vrai, il faut le dire, les retours ont été vraiment excellents. Et je le dis pas parce que on a aimé le film et on a soutenu l'idée que le long métrage puisse se faire, mais moi j'ai vraiment souvenir d'une avant-première justement de Nicky Larson où Mm, Kamel était là, Tarek, il y avait aussi Philippe, il y avait aussi Jean-Paul Césari d'ailleurs qu'on avait invité ouais. à Nantes. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance hyper rare, en toute honnêteté, pour avoir fait vraiment beaucoup d'avant-premières. Il y avait Mm, quelque mm, chose d'assez fou et j'avais pu aussi assister à l'avant-première au Grand Rex. Enfin voilà, standing ovation à la fin, c'est assez rare quand même. Le public finalement a répondu très positivement au film. Mais le Grand Rex, enfin, je sais que Philippe en a parlé il y a quelques jours. Ça reste un des plus grands jours de notre vie. Mais même pas que professionnel. C'est-à-dire que, en fait, le Grand Rex, ça nous a permis de nous rendre compte que l'accueil des gens qui ont vu le film était inversement proportionnel à Oui, ceux qui ne l'avaient pas vu. complètement. Et si tu veux, petite confidence, quand il y a eu l'avant-première du Rex, euh, Philippe y allait parce qu'il devait faire la présentation du film, mais il ne voulait pas regarder le film. Il refusait de regarder le film parce que il avait trop d'appréhension, il avait trop peur, il avait trop mangé. Enfin, il avait trop pris trop de trucs dans la tronche, et il savait qu'en plus de ça, les gens qui étaient au Grand Rex, il y avait une partie du public habituel entre guillemets de nos films, mais il y avait beaucoup d'amateurs de manga qui venaient avec les bazookas de mammouth dans la salle pour nous dézinguer, dans l'espoir que le film soit mauvais pour encore plus nous achever, si tu veux. Et en fait, et du coup, il voulait pas rester. Et on a dû insister pour qu'il regarde le film avec nous. Et, euh, et en fait, quand on a vu la réaction des gens à la fin, ouais, enfin,
il en a chialé, tout simplement. Ouais, ouais. Parce que tu avais la pression qui était redescendue. Le film n'était pas sorti, on savait pas encore si ça allait marcher, si ça allait pas marcher. Mais en tout cas, le fait de voir que l'accueil comme ça était vraiment dithyrambique, c'est-à-dire que c'est le film sur lequel on a eu les meilleurs retours, enfin spectateurs, les meilleurs, voilà, La les presse moins. aussi, hein, d'ailleurs, a été très positive sur le film. Bah, ouais, la presse plus aléatoire, mais bon, ça c'est le propre des comédies Je veux qui dire, sont pas. il y a une certaine presse un peu geek ou autre qui vous attaquait par le passé Ouais, et qui ouais, finalement s'est dit, bah ouais, mais à coup pas, parce qu'en fait, le film est bien et il est surtout respectueux du dessin animé qu'on regardait quand on était gosse. ouais, mais la presse geek et que ce soit la presse traditionnelle ou même tous les youtubeurs, tous les influenceurs Mm. manga et geek de manière générale, euh, à quasiment tous, encore une fois, à une ou deux exceptions près, ont flingué le film avant. Et ce qui est marrant, c'est que tous ceux, mais quasiment sans exception, qui avaient fumé le film en faisant des vidéos d'une demi-heure, une heure, en disant mais le film de la chose, ça va être de la merde, ça va être horrible, ça va être regardable et tout ça, quasi tous sans exception, sont ceux qui les premiers ont demandé une suite à ce film. Tu vois, et c'est fou, si tu veux, nous, enfin, c'était, enfin, ouais. Je saurais pas décrire le sentiment, si tu veux, qu'on a eu après tout ça, mais en tout cas, les sentiments autour de Nicky Larson, si tu veux, pour résumer le truc, c'est que ça a été des montagnes russes. Dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, du début jusqu'à la fin. Pierre, il nous reste tout juste 1 minute 18 Dis-moi avant tout. la fin du live. Qu'est-ce que tu peux nous dire de votre prochain film? Ah. Écoute, notre prochain film, je peux pas trop en dévoiler, évidemment, pour l'instant, puisque, puisque c'est encore assez confidentiel. Mais c'est une comédie de la bande à Fifi avec tout ce qui fait notre ADN jusqu'à maintenant sur les quatre, que ce soit les quatre films de Philippe ou même le film de Tarek aussi. Donc au niveau humour, c'est vraiment dans la même veine que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est une création originale de nous. Donc c'est pas une adaptation quelconque euh, voilà, d'autres choses. C'est un scénario à l'écrit, c'est certainement le plus drôle de tous ceux qu'on ait fait, celui sur lequel on est quasiment le plus excité, d'un point de vue qualitatif à l'écrit en tout cas. Après, à voir comment on pourra le tourner, si on peut mettre à l'image ce qu'on a sur le scénar, évidemment. Mais voilà, c'est une comédie qui s'amuse avec les codes des films de super-héros, si tu veux, sans être pour autant un film de super-héros. Mais je peux pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Les amis, seconde partie du live avec Pierre Lachaud. Pierre, je ne sais pas si tu es là. Envoie-nous rapidement un tout petit message histoire qu'on puisse terminer ce live, puisque voilà, ça a duré un peu plus d'1 heure. Et puis vous le savez, Instagram coupe les lives au bout de 60 minutes. Alors Pierre, est-ce que tu es par là? Si tu es par là, envoie-moi un petit message, histoire que je puisse te rajouter et qu'on puisse terminer ce live tranquillement, puisque maintenant il nous reste encore 1 heure. Hop là, Pierre, c'est parti. Hey! Hey, tu as été trop bavard. Mais oui, mais oui, moi qui pensais, moi qui pensais me dire, bon, vas-y, on va faire un live et tout. J'ai pas grand-chose à raconter, mais je parle beaucoup trop. Je suis désolé. Non, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça super passionnant parce qu'en fait, tu nous as montré l'envers du décor en fait de votre aventure. En plus, je trouve avec beaucoup d'émotion, donc Mm, mm. ça faisait vraiment plaisir. Et donc tu en étais donc à nous donner tout le pitch du prochain film sur lequel tu Oui, travailles. le pitch, le cast et la fin surtout. Ouais, Euh, non, écoute, on s'amuse, comme je te disais, je sais pas exactement à quel moment ça a coupé, mais on s'amuse avec les codes voilà, des des films de super-héros. super-héros, voilà, sans vouloir et sans trop pouvoir, si tu veux, rentrer dans les détails. Ok, ok. Eh ben écoute, juste une dernière quand même petite Bien question, sûr. puisque maintenant il nous reste encore 1 heure hein, pour faire ce live. Ça n'a pas duré 1 heure. Mais Alors, je te préviens, je couperai avant koh
C'est vrai, mais attends, koh c'est à Non, ça va, 21h. c'est dans 1 heure et demie, mais je préfère te prévenir. Il nous reste 1h30, c'est-à-dire qu'on peut faire 3 lives comme ça. Moi, je veux bien, hein, ça ne me Magnifique. dérange pas. Euh, c'est vrai que ton frère, du coup, est passé à la réal, Tarek aussi. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as envie de passer à la réalisation? Parce que tu as aussi tourné quelques-uns des making-of des films Mhm. de Philippe. Est-ce que à un moment donné, Et du ça film te de Tarek tente? aussi. Ouais, Et de Tarek aussi? Ok, d'accord. ouais, Et ouais, est-ce que ça te épouse-moi mon tente à un moment pote. donné d'être derrière la caméra sur un scénario original ou une adaptation? Écoute, j'ai appris depuis 2014 qu'il faut rien s'interdire. C'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Maintenant, si demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, j'ai une bonne idée que j'ai envie de développer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, après, il faut, si je me lance sur un projet à moi un jour, il faudra voir aussi sur quel type de projet. Hmm. Si c'est pour faire la même chose que la bande, il y a déjà Philippe, il y a déjà Tarek, il y a déjà Rim aussi qui a ses films, Rim Kérissi. Euh, Tu vois, voilà. Si c'est pour faire la même chose avec moins d'expérience, donc potentiellement peut-être en moins bien au départ, voilà, je pense pas que ce soit très judicieux. Après, si je trouve un concept fort, voilà, je me l'interdis pas. Et être face à la caméra, parce que je sais que parfois tu fais quelques caméos, mais est-ce que être acteur, Mhm. c'est quelque chose qui te tente? Écoute, plus ça va et plus je réalise à quel point acteur, c'est un métier, mais véritablement, et que c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Comme tu dis, je m'amuse, personne ne le sait, ça ne m'amuse que moi et mes parents et ma femme et mes potes. Je me cache dans tous les films. Et j'ai ma femme qui vient de venir à côté et elle me dit, eh, je veux pas que tu sois acteur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle veut pas me partager. En fait, elle Ah, angoisse sur le fait que j'ai un bisou, que j'ai une scène de bisou avec une comédienne un jour. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que s'il y a une scène de bisou dans les prochains mois, ce sera avec un masque, hmm. donc ce sera forcément moins de la tromperie. Mais non, 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 mais non, acteur, la vérité, c'est que je pense pas avoir le talent pour le faire. Euh, et que je m'éclate en écriture et que voilà, c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Comme je te disais, je m'amuse, je fais des caméos dans tous les films et je m'interdis. Enfin, et voilà, les gens que ça amuse, les Michel de Fort Accord peuvent me chercher dans tous les films en tout cas. Et être scénariste avec un autre réal qui n'est pas dans la bande, est-ce que c'est quelque Mhm. chose qui t'a été proposé ou que toi tu souhaiterais peut-être? Écoute, c'est même chose que pour la réal, c'est-à-dire que je me l'interdis pas. Aujourd'hui, on a la chance, si tu veux, de pouvoir écrire entre nous, qu'il y ait une osmose, une synergie, si tu veux, dans le groupe. On écrit à quatre, tu vois, on est déjà nombreux et et on a une dynamique, si tu veux, de groupe qui fonctionne très bien comme ça et qui me permet de prendre énormément de kiff. Est-ce que je retrouverais le même, voilà, Hmm. le même kiff, la même envie de travailler avec d'autres metteurs en scène? Peut-être, peut-être, mais encore une fois, je me l'interdis pas, mais aujourd'hui, c'est pas un besoin, d'autant plus que, comme je t'ai dit, on a la chance d'avoir de la visibilité sur nos projets futurs. Pierre, on va Oui, terminer ce live. déjà, Ça fait quand même 1h06, quoi. Je veux dire, je suis désolé, faut je que tu suis te désolé. prépares à voir koh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains jours, pour les prochaines semaines à venir? Écoute, comme pour tout le monde, je crois, qu'on puisse le plus rapidement possible retrouver une vie le plus proche possible du normal et que voilà. Un vaccin, peut-être. Un vaccin, Mhm. si tu peux me souhaiter de Ouais, trouver un vaccin. c'est pas pour Pour... les prochains jours, là, pour le coup, hein. Non, 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 pas pour les prochains jours. Non, non, mais écoute, j'ai très hâte de retrouver une activité normale. J'ai très hâte de refaire un gros câlin à mes parents que j'ai pas le droit de voir. Voilà. Tout simplement, en fait, comme toi, je pense, comme tout le monde, j'ai très très hâte de refaire un énorme barbecue aussi avec tous mes potes. Parce que, parce que quand je vois le temps qu'il fait avec ce confinement qui se fout de nous depuis 45 jours de beau temps, là, sauf depuis 2 jours, voilà, voilà, j'ai très hâte de tout ça. Eh ben, écoute, on te souhaite tout ça. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 1h07. C'était vraiment un Ouais, plaisir.
Bah, merci à toi et merci aux gens qui ont suivi, qui ont réussi à tenir jusque-là. Bah, écoute, merci à eux. D'ailleurs, j'ai vu que Philippe était de passage sur le live, donc ça Ouais, fait tout autant de plaisir. j'ai vu Philippe et je balance même, j'ai vu ma mère. Je sais pas Oui, si elle est encore là. je sais pas, mais je l'ai vu aussi de passage. J'ai même vu qu'elle s'était abonnée à notre page, c'est pour te dire. Ah, oh là là, Quel tu vas succès. gagner de l'abonné. On va voir toute votre famille finalement, quoi. Oh, bah, t'en fais pas pour ça. T'en fais pas. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt. Et merci à toi. À plus. Ciao. Salut. Merci à vous d'avoir été nombreux sur ce live. C'est un vrai plaisir d'avoir Pierre Lachaud avec nous, le scénariste des Babysitting et de Nicky Larson. On se rejoint et donne rendez-vous peut-être demain ou en tout cas la semaine prochaine pour de nouveaux lives à 18h30. C'est sur la page Instagram de Script. Abonnez-vous pour ne louper aucune des interviews. À très bientôt, bonne soirée et surtout portez-vous bien.